En fait, la question de la neutralité du réseau, je vais être obligé de remonter le raisonnement à l'envers. La question de la neutralité du réseau, si je reprends le parallèle que je fais depuis tout à l'heure avec l'imprimerie, c'est la question de savoir si le papier est en mesure de décider ce que j'ai le droit d'imprimer dessus. Je ne sais pas si vous voyez quel niveau de perversité ça suppose. Est-ce que l'imprimeur peut refuser de m'imprimer? Ça, on comprend bien. Est-ce que le gouvernement peut interdire à l'imprimeur de m'imprimer? Ça, on comprend bien. C'est le privilège d'établissement des libraires au XVIIe siècle. C'est la responsabilité des imprimeurs et des intermédiaires techniques. Mais là, on est dans une ampleur toute particulière. Le réseau va accélérer ou ralentir en fonction des accords commerciaux ou en fonction d'à peu près n'importe quel critère, et donc modifier la perception que vous avez de la réalité de ce qui est au-delà du réseau. Donc on est bien dans un mécanisme qui, si on veut le transposer dans le monde de l'imprimé, revient à dire le papier a le pouvoir de décider ce que l'encre dira ou ne dira pas. C'est un truc complètement surnaturel, quoi. Et eux, ils sont en train de se battre sur ces questions-là en disant que c'est des problèmes commerciaux, alors que, si vous regardez ce dont je parle depuis une heure, ça va avoir des impacts très forts sur la définition même de la société, sur la question de savoir comment fonctionnent nos démocraties. Si le réseau peut faire mentir, d'accord, Orange peut-être s'en servira pour taxer Google. Pensez-vous que l'Iran ne s'en servira que pour taxer ? Il y a des chances pour que l'Iran s'en serve pour déformer le réseau de manière à faire disparaître un certain nombre d'informations de manière plus forte que ce qu'elle fait aujourd'hui. Il y a des chances pour que la France s'en serve très précisément de la même manière. Je vous rappelle qu'il y a des opinions politiques illégales en France. Tout le monde voit de quoi je parle ou ça vous échappe un peu ? C'est une des grandes différences entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas d'opinion politique illégale. Aux États-Unis, on peut dire « Mon opinion est que la race noire est une race inférieure ». C'est quelque chose de légal aux États-Unis de dire ça. Le dire en France est illégal. Les conséquences derrière, c'est-à-dire les pratiques, dire « parce que les noirs sont inférieurs, il faut tous les égorger », ça c'est illégal dans les deux pays. Hein, c'est une incitation au meurtre, c'est très grave, etc. Mais on a ce site particulier qu'en France, certaines opinions politiques sont interdites et qu'on nous explique très régulièrement qu'il faut filtrer Internet pour en supprimer les opinions politiques interdites. C'est-à-dire l'antisémitisme, l'incitation à la haine raciale, etc., etc. Qu'un jour quelqu'un vote une loi disant que l'antisarkozysme est une opinion politique interdite, ça part dans le même bain. Et figurez-vous que c'est pas si... on en est très loin à l'heure actuelle, mais c'est pas si invraisemblable que ça. Je vous rappelle, il y a 2-3 ans, on a voté une loi qui disait qu'il fallait mettre en avant les points positifs du colonialisme, je crois, une connerie comme ça. Donc, du débile politiquement, on en vote régulièrement en France. C'est pas si anodin que ça. C'est pas si anecdotique. Et donc la question de la neutralité du réseau, elle a certes un grand intérêt sur des questions commerciales, qu'on arrive assez bien à expliquer à Bruxelles et sur lesquelles on se bat contre Orange et contre Google aussi d'ailleurs. On arrive à ne pas être d'accord. C'est avant tout pour nous une question fondamentale de liberté. C'est-à-dire que les éléments centraux sur les questions de filtrage et sur ce que permet ou ne permet pas la démocratie sont vitaux. Basiquement, pour faire simple, attenter à la neutralité du réseau, c'est donner le pouvoir aux opérateurs de décider ce qui doit passer ou ce qui ne doit pas passer. C'est donner un pouvoir de censure à un organisme privé qui est un opérateur, qui n'est qu'un intermédiaire technique entre vous et la réalité. C'est donner l'autorisation à votre opérateur de téléphonie d'écouter votre conversation pour la modifier à la volée quand elle lui déplaît. Comme si le fabricant de ce micro, je ne sais pas de quelle marque, Shure, pouvait faire en sorte que le micro s'arrête quand je dis qu'un micro Shure, c'est pas bien. Vous voyez, on est sur ce genre d'ânerie-là.
Donc la neutralité du réseau, c'est un élément capital, c'est un élément probablement central dans la définition moderne de ce que c'est qu'une démocratie. En 1789, quand on a essayé de définir ce que c'était qu'un État démocratique doté d'une constitution, on a écrit dans les droits de l'homme que un gouvernement dans lequel il n'y a pas la séparation des pouvoirs entre donc les trois pouvoirs classiques, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, n'a pas de constitution. Ben, je pense que de la même manière, on pourrait arriver à la conclusion qu'un pays dans lequel le réseau n'est pas neutre n'est pas démocratique. Puisque le réseau devient, à très court terme, le moyen essentiel d'accès à l'information et d'exercice de vos droits de citoyen. J'avais envie de détailler que ces deux-là, parce que on m'a dit qu'il fallait que je fasse 1 heure et que j'en suis déjà à 1h10, un peu plus. Donc pour les autres, je vous ai fait un paquet cadeau. Donc l'OPSI, c'est censure par décision du ministère de la Police, donc méthode dite Fouchet, qu'on pratique en France depuis 2 siècles et demi. Le prétexte mis en avant, c'est filtrer la pédopornographie, dont pas mal d'études tendent à démontrer que le filtrage ne permet pas une lutte efficace. C'est-à-dire qu'à moyen constant, il vaut mieux essayer de faire fermer les sites et de faire emprisonner les gens qui ont mis ça en ligne que d'essayer de les faire filtrer. Puisqu'en les faisant filtrer, les sites sont petit 1 toujours en ligne, petit 2 toujours accessibles, et petit 3 on a dépensé des moyens à filtrer. Donc ça, voilà, c'est une idée qu'on pourrait filtrer du contenu sur Internet. Alors effectivement, quand on parle de retirer d'Internet le contenu pédopornographique, ça fait peur à personne. Moi, ce qui me fait peur, c'est que le ministère de l'Intérieur puisse décider tout seul, sans en référer à un juge et sans contrôle de qui que ce soit, qu'un contenu doit être filtré en France. Effectivement, ce sera probablement du pédoporn au début. Pour vous donner une petite idée, quand ce mécanisme-là, ou enfin un mécanisme similaire a été mis en place en Australie, ils ont filtré un petit peu de pédoporn, puis après ils ont filtré avec du porn déplaisant. C'est-à-dire du qui avait l'air d'être une atteinte aux bonnes mœurs. Donc après ça dépendra de la bonne marque de mœurs qu'on veut bien avoir. Ensuite, ils ont filtré les sites qui disaient comment contourner le filtre. Bah oui, mais c'est forcément, ça c'est le bordel. Alors après, ils ont filtré les sites qui filtraient les sites qui disaient comment contourner le filtre. Hein, donc assez vite, ils ont filtré Wikileaks par exemple, et puis ils ont filtré une partie de la presse étrangère, et puis là ils se sont dit non, ça se voit, donc ça on va arrêter. Donc on atteint des sommets dans le débile. Quand la liste des sites filtrés a fuité, il y avait à peu près 40% de porno dans le lot, et de véritables pédoporn, à peu près pas. D'accord ? La décision de police ou de justice disant qu'il était illégal de consulter tous les sites filtrés en question en Australie, elle n'existe pas. Donc si certains des sites web font des revenus et sont des activités professionnelles, par exemple des sites pornographiques tout à fait légaux, qui vivent d'abonnements de publicité de ce qu'ils veulent, ont eu une perte de revenus décidée par le gouvernement australien sans aucune décision de justice. On est dans un délire assez complet, c'est-à-dire qu'on est assez voisin du mode de gestion. Pour ceux d'entre vous qui ne le lisaient pas assez souvent ou qui ne l'avaient pas assez lu, je vous recommande de lire Beaumarchais. On retrouve vraiment le mode de fonctionnement de la France de 1780. C'est-à-dire où un système qui est battu en brèche à un endroit se défend en allant de plus en plus loin, en étant de plus en plus brutal et de plus en plus violent, et en vient à des décisions qui sont évidemment idiote. Enfin, je veux dire, décider de filtrer les sites qui disent que le gouvernement filtre les sites qui disent comment contourner le filtre. Waouh! Et on se dit être dans... Enfin, ces gens-là, ils croient qu'ils sont encore en démocratie. Hein. C'est très curieux comme approche. Et donc, on nous propose de faire ça. Ça s'appelle l'OPSI. ACTA, qui est une proposition d'accord et de traité international, ça propose que toute forme de connaissance soit par essence privée. Basiquement. C'est-à-dire que ça revient à dire que une connaissance publique, ça n'existe pas, que... une des bases, alors je sais que là je vais faire un grand retour en arrière, une des bases de la propriété littéraire et artistique,
c'est de considérer que l'œuvre appartient au public à partir du moment où elle est dévoilée. Parce que c'est un principe de commerce de base. Moi, je suis marchand, vous êtes acheteur, vous venez m'acheter ma marchandise. Au moment où je vous donne la marchandise, la vente est faite. Vous êtes propriétaire. Si vous ne me payez que 2 mois après, vous êtes cependant propriétaire à la seconde où je vous donne la marchandise. Vérifiez le code du commerce, hein, je vous assure, c'est comme ça. Vous êtes propriétaire de votre maison le jour où on vous en donne les clés, pas le jour où vous avez fini de payer l'emprunt. C'est super important à comprendre. L'œuvre appartient au public à partir du moment où elle est dévoilée. La société, qui constitue le public, doit encore une rémunération à l'artiste pour l'œuvre qu'elle vient de lui acheter. Mais l'œuvre appartient au public à partir du moment où elle est dévoilée. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas une transaction commerciale. Donc la seule chose qui est différée, c'est la forme de rémunération, qui plutôt que d'être une rémunération forfaitaire, du genre l'État achète 50 000 € à tel artiste le fait qu'il ait fait une chanson, c'est des modes de rémunération très différents, qui sont indexés sur des choses bizarres, qui fonctionnent d'une manière assez complexe. Mais la transaction est réalisée à partir du moment où l'œuvre est dévoilée. Or, le traité en question, basiquement, qui sert à renforcer toute la partie propriété intellectuelle, revient assez fermement là-dessus et nie pas mal d'évidence. C'est-à-dire quand on creuse tout ce sujet-là dans ACTA, on trouve des tas de choses assez choquantes. Un des éléments qu'on retrouve dans ACTA, qui est très drôle aussi comme danger en matière de démocratie, c'est la responsabilité des intermédiaires. Donc ça va nous rappeler des choses qu'on avait pratiquées un petit peu au XVIIIe siècle également. Quand vous voulez éviter que n'importe qui puisse imprimer des choses déplaisantes sur le gouvernement, vous avez qu'à dire que l'imprimeur est responsable de ce qu'il imprime. Nous, on aurait tendance à considérer que c'est l'auteur qui est responsable de ce qu'il écrit. Mais non, il vaut mieux trouver que c'est l'imprimeur qui est responsable de ce qu'il imprime. Parce que si vous n'arrivez pas à attraper l'auteur, vous mettrez l'imprimeur en prison. Et du coup, l'imprimeur, il n'osera jamais imprimer quelque chose qui pourrait un jour éventuellement lui être reproché peut-être. Et donc, il va se montrer très frileux. Et en fait, la censure, elle est plus faite dans ce cas-là par le gouvernement, elle est faite par l'imprimeur. De la même manière, sur Internet, quand vous faites peser la responsabilité sur les intermédiaires techniques, c'est-à-dire que si moi, fournisseur d'accès, je suis coupable de vous avoir laissé regarder des contenus illégaux, je ne vais pas me prendre la tête, hein, je vais vous ouvrir l'accès à disney.com et à fdn.fr, et puis c'est tout. Bon, disney.com, je reconnais que c'est cruel, mais... Surtout pour les enfants, c'est très mauvais pour la tête. Mais cette approche-là, elle est dramatique. Parce que c'est ce qui fait que les gens qui hébergent des plateformes de blogs ferment des blogs sans raison valable. C'est ce qui fait que les journaux n'acceptent pas facilement les commentaires sous leurs articles. Alors que moi, commentateur, j'écris mon commentaire en mon nom propre. Je veux dire, je suis responsable de ce que j'écris en tant que citoyen adulte, majeur et responsable d'une démocratie du XXIe siècle. Si j'ai envie de mettre un commentaire que eux n'aiment pas, c'est pas à eux d'en juger. Ils n'ont pas à se poser comme juge. Juge, c'est un métier, c'est bien à part. Justement, une des belles idées qui flottent en ce moment, c'est ce qu'on appelle le Deep Packet Inspection, qui est un des moyens de porter atteinte au réseau. Alors c'est une technique, je n'ai pas envie de rentrer dans le détail de ce que ça fait, mais c'est une des techniques pour porter atteinte à la neutralité du réseau. L'idée sous-jacente derrière, à chaque fois qu'elle est défendue par les commerçants, c'est de faire du pognon, donc ça on sait comment ça se combat comme idée. Quand elle est défendue par les gouvernants, c'est d'empêcher une activité illicite, toujours. C'est de filtrer le pédoporn, on y revient, c'est de filtrer les sites terroristes. Ce qui fait que du coup, je ne sais pas comment les gens des renseignements intérieurs retrouveront les déclarations du patron d'Al-Qaïda sur le fait qu'il veut attaquer la France pour les diffuser aux 20h de TF1 si on filtre les sites terroristes. Je ne sais pas si tout le monde a suivi le raisonnement. Oui. C'est ça qu'il va falloir filtrer TF1, c'est casse-couille. Ah ben si, ils diffusent des trucs terroristes quand même.
Donc l'idée derrière, c'est de dire que le réseau, tout seul avec ses petits bras musclés et quelques équipements, il va regarder les paquets un par un, puis il va leur demander les papiers du véhicule, puis ce qu'ils font là, puis il va décider s'ils ont le droit d'y être ou pas. C'est-à-dire que ça veut dire que des équipements automatiques vont décider si un contenu, un échange, une discussion est légal ou n'est pas légal. C'est-à-dire qu'on crée un équipement qui va juger de la légalité des choses, appliquer la sanction immédiatement, et cet équipement est mis en œuvre et géré par une entreprise privée qui est opérateur de télécommunications, donc une œuvre de bienfaisance connue. Vous, je sais pas, moi ça j'aime pas du tout. Le côté justice automatique, ça me fout les boules. Le côté justice privée, ça me va pas mieux. Les trois ensemble, ça fait un mélange bien bizarre. Donc voilà, ça, ce sont certains des dangers qui traînent. Je veux revenir quand même sur le point essentiel, hein. Ce sont des dangers mineurs. Quoi qu'il advienne, je suis intimement convaincu que la révolution, le changement de société apporté par Internet arrivera. Exactement comme tous les dangers dont je parle là ont sensiblement des équivalents à l'époque de l'imprimerie, et ils ont tous été forts à l'époque. L'interdiction d'imprimer, ça a existé. L'interdiction d'éditer des livres, ça a existé. L'interdiction d'écrire, ça a existé. L'interdiction de lire des livres, ça a existé, jusque dans les années 40 en France. Et pas que à cause de l'Allemagne nazie. Hein, des livres interdits à la vente en France sur des prétextes relativement bateaux, il y en a. Je rappelle qu'il y a des chansons de Jean Ferrat qui étaient interdites à la radio dans les années 50. Je ne parle pas de trucs complètement délirants d'il y a 1000 ans. Hein. Les années 50, c'est 20 ans avant ma naissance, c'est pas si vieux. Donc je suis assez convaincu que même si chacun de ces dangers se révèle mis en place et qu'on échoue dans chacun de nos combats contre, je sais qu'à la fin, il devrait quand même, au bout du compte, rester un réseau libre et ouvert qui aidera à créer une société libre et ouverte. Ce que je ne sais pas, c'est si ce sera dans 20 ans ou dans 300. Si on gagne tous les combats, c'est peut-être dans 20 ans. Si on les perd tous, c'est peut-être dans 2 siècles. Pour moi, la question essentielle est celle-là. Donc, en forme de conclusion, qu'est-ce qu'Internet ? Une fois qu'on a regardé rapidement ce que c'était techniquement, ce qui est intéressant, c'est ce que ça produit. Ça produit un outil politique majeur, bien plus majeur qu'on ne le croit. Les gens croient que Internet, ça fait de la politique juste parce qu'on a pu discuter du traité constitutionnel européen dessus. C'est pas que ça. Ça change la structure de la ville, ça change la structure du monde. Donc ça change la structure de la façon dont on veut gérer le vivre ensemble dans le monde. Forcément. C'est une des racines de la société puisque ça change la façon dont les gens interagissent. C'est peut-être, je ne sais pas si c'est à ce point-là, mais c'est peut-être une marche dans l'évolution de l'espèce, dans la façon dont l'humain évolue en adaptant sa société plutôt que son organisme. Les enjeux derrière, c'est typiquement le fait que, alors la question de savoir si on va pouvoir ou pas télécharger le dernier album de machin gratuitement, on s'en fout, c'est pas du tout le sujet. Les questions qui sont derrière des lois comme l'OPSI et Hadopi, ce sont des questions politiques extrêmement sérieuses. Ce sont des questions politiques majeures qui sont du même ordre que les questions politiques qui se sont posées pendant la Révolution française sur la définition et l'établissement des libertés fondamentales. On est sur des sujets très durs, qui après se déclinent et ont des conséquences un peu partout dans le droit. Mais on est sur des sujets qui sont extrêmement durs. Un des enjeux pour moi, une des choses qu'on cherche à faire par nos luttes sur le sujet, c'est pas seulement de se retrouver en opposition frontale avec le gouvernement. Je veux dire, pour être en opposition frontale avec un gouvernement, c'est super simple. Il suffit de dire le contraire de ce qu'il dit. C'est pas très intéressant. Ce qu'on essaye d'obtenir, et là pour le coup je vais reprendre le petit bout que j'ai laissé tout à l'heure et dont j'ai pas parlé, qui était la mécanique newtonienne. Là je suis appuyé sur le bureau et pourtant je ne tombe pas. Or je suis formel, je pèse. Pesant plutôt vers le bas, j'exerce sur le bureau une pression dans ce sens-là. Puisque je ne tombe pas et que le bureau ne plie pas, ça veut dire que le bureau exerce sur moi une pression vers le haut.
Facile. Action, réaction. C'est de la mécanique newtonienne. C'est la base de la mécanique newtonienne. Or là, pourtant, le bureau n'est pas en train de s'élever. Donc, en fait, il n'appuie vers le haut qu'en proportion de ce qu'on appuie dessus vers le bas. Et c'est ce qui fait que mon doigt ne bouge pas quand je m'appuie dessus. Plus je pousse fort vers le bas, plus il pousse fort vers le haut. Si on pousse de plus en plus fort, il y a un moment, quelqu'un va céder. À un moment, quelqu'un va céder, forcément. Je vous assure, vous mettez deux machins à pousser fort l'un contre l'autre, il y a un moment, le plus fragile des deux, il cède. À l'heure actuelle, ce qu'on est en train de vivre, ça fait 14 ans que les différents gouvernements sortent des lois idiotes sur Internet. Les premières que j'ai en tête, c'était la LSI et la LSQ, donc la loi de sécurité intérieure et la loi de sécurité quotidienne du gouvernement Jospin. Mais il devait y en avoir quelques-unes avant, mais que je n'ai pas en tête. Si, il y avait l'amendement Fillon en 96, je crois, donc avant le gouvernement Jospin, qui proposait de rendre les hébergeurs responsables des sites web hébergés. Donc on était déjà sur les histoires d'intermédiaires techniques comme dans ACTA. Ça fait 14-15 ans qu'on se bat sur ces sujets-là. Les éléments législatifs contre lesquels on se bat sont de plus en plus violents, sont de plus en plus durs, sont de plus en plus antidémocratiques. L'idée de filtrer sans passer par un juge est une idée tout à fait moderne, 4 ou 4 ans. La réaction basiquement du système établi, que ce soit de l'industrie culturelle dans les histoires de contenu, que ce soit du politique sur les histoires de liberté, la réaction des systèmes établis est de plus en plus violente. Ce qui tend à prouver que la société liée à Internet pousse de plus en plus fort. Je suis certain qu'à un moment, un des deux va céder. Soit ce sera la société liée à Internet qui va céder, et basiquement, Internet deviendra Google TV, vous pourrez y regarder des films de chez Mickey, et on attendra patiemment le prochain réseau pour la prochaine révolution. C'est un des scénarios où on perd 2 ou 3 siècles. C'est-à-dire qu'une fois que le réseau Internet actuel sera devenu Google TV et qu'il ne servira plus à diffuser de la démocratie, maintenant que le concept Internet existe, le concept Internet renaîtra très facilement sous forme d'un réseau virtuel plus ou moins planqué, etc. Donc c'est une des approches où on perd 2 ou 3 siècles dans la bataille. L'autre approche, c'est de dire que c'est le morceau société Internet qui va pousser de plus en plus fort jusqu'à ce que le gouvernement cède. Et le grand problème, c'est que quel que soit celui des deux qui cède, s'il cède quand il y a trop de pression, ça porte un nom en physique. Vous mettez en pression 2 éléments, vous appuyez bien fort, vous les mettez super solides, vous appuyez super fort jusqu'à ce que ça casse. Ça s'appelle une explosion. C'est en général très mauvais. Donc nous, ce qu'on essaye de faire en essayant par des biais parfois frontaux, en allant expliquer aux députés qui sont idiots de voter des textes auxquels ils ne comprennent rien, parfois de manière très biaisée, en attaquant devant le Conseil constitutionnel, devant le Parlement européen, devant le Conseil d'État, devant ci, devant ça, en changeant d'approche à chaque fois. On n'est pas en opposition frontale, contrairement à ce que croient beaucoup de gens. On essaye d'accompagner le changement, c'est-à-dire qu'on essaye d'obtenir certaines avancées, on essaye d'obtenir qu'il y ait de la pression qui lâche un peu côté gouvernement pour que ça ne monte pas en pression, qui recule un peu. Qui recule pas sur toute la ligne le premier jour, c'est pas possible, qui recule un peu. Et qu'on arrive à gagner lentement du terrain parce que c'est la seule solution pour gagner sans explosion. Et c'est vraiment les 2 éléments clés pour moi. C'est petit 1, comprendre que c'est une question politique extrêmement sérieuse que de savoir ce que c'est qu'Internet. Et petit 2, de comprendre qu'il faut absolument se mêler de ces débats-là. Et qu'il faut que ces débats avancent. Et que s'ils n'avancent pas, ça se terminera de manière explosive. Je suis sûr qu'on n'a même pas le temps pour des questions. Mais moi j'ai fini. Donc si vous avez des questions, c'est le bon moment. Aux questions,
Voilà. Avant de passer aux questions, sachez que la tombola va commencer, le tirage va commencer à côté. Mais vous pourrez vérifier si vos tickets sont gagnants après le tirage. Donc vous pouvez quand même rester pour les questions. Voilà. Vous ne vous sentez pas piégé. Oui, première question. Merci pour cette bel exposé. Une question par rapport effectivement au rapport entre voilà, plus près, c'est plus audible. Effectivement, dans ce débat-là, on n'assiste pas forcément à un conflit d'intérêts entre le gouvernement, responsable de toute action politique au sein de la société, et une communauté d'utilisateurs plus ou moins large ou plus ou moins éclairée. Non, effectivement, la ligne de fracture n'est pas celle-là. On a plus clairement, si on cherche à la définir, une ligne de fracture entre des anciens et des modernes. C'est-à-dire qu'on a des gens qui pensent le monde issu de l'imprimerie et de la télévision et qui l'aiment bien et qui veulent le défendre, basiquement parce que c'est un monde dans lequel ils étaient puissants. Et on a des gens qui viennent du monde nouveau, qui veulent le défendre et le promouvoir, soit parce que ce monde les rend libres, soit parce que ce monde les rend puissants. Mais on a bien des anciens contre des modernes. C'est pas une question de le gentil peuple contre le méchant gouvernement. Non, effectivement, je pense que les choses sont un peu plus complexes. Et d'ailleurs, le nombre, les parties prenantes au débat sont diverses. Hein. Bon, quand vous parlez de la LSI et l'SQ ou plus récemment de la LOPSI 2, qu'est-ce qui pose problème dans ce texte finalement, au-delà du fond? Enfin, on sait très bien qu'il y a des mesures qui sont effectivement liberticides, mais largement bricolées, largement improvisées par une administration qui sert un exécutif qui n'est pas filtré par le législatif. On entend sur d'autres sujets le Premier ministre dire telle loi concernant des retraites éventuellement sera votée par le Parlement tel jour. Donc en fait, pour moi, ce problème de durcissement de position des pouvoirs publics sur ce sujet-là de liberté de l'Internet est lié, en tout cas en France, à un déséquilibre des pouvoirs. On s'inscrit dans une constitution qu'on disait en 58, un parlementarisme rationalisé, moi, que je vois aujourd'hui plutôt comme un parlementarisme rationné. Donc ma question est la suivante. Comment est-ce que on peut, sur ce sujet-là, envisager un renforcement du législatif et le rendre en quelque sorte moins godillot? Merci. Alors, il y a des éléments sur lesquels je peux répondre et il y a des éléments sur lesquels je ne suis pas le bon interlocuteur. Comment on fait pour rendre les parlementaires moins godillots? J'en ai pas la moindre idée. Faudrait leur faire pousser du courage. C'est un truc pas simple. Est-ce que ce mode de fonctionnement et ce durcissement en France n'est possible que parce que la Ve République permet ce déséquilibre des pouvoirs? Je n'en suis pas sûr. Ce type de déséquilibre de pouvoir, c'est-à-dire ce type de prise de position de plus en plus dure d'un exécutif qui passe de moins en moins par les formes démocratiques, se constate à d'autres endroits. En particulier dans les endroits parfois les plus inattendus. La notion de séparation des pouvoirs, en France, on n'a jamais été fan. C'est un produit d'exportation, comme je dis souvent. C'est un machin qu'on a inventé chez nous, qu'on a vendu aux Américains. Ils en sont très contents. Même aux États-Unis, on voit dans les contextes 11 septembre, choses bizarres, passer des textes sur l'antiterroriste ou la pédopornographie sur Internet, dans le même texte, avec un beau « ou » au milieu. Tiens, c'est la même chose. Non, mais quand même, c'est les mêmes textes. Donc, c'est plus le signe de puissants qui se sentent en danger et qui utilisent le système existant jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent et un petit peu plus. Et c'est notre jeu de trouver, quand ils utilisent un petit peu plus que le bout du système existant, pour leur dire, voilà, là vous êtes allé trop loin, pan. C'est exactement à ça qu'on jouait en aidant les députés à aller amener Hadopi devant le Conseil constitutionnel. C'est, voilà, dans ce texte-là, il y a tel point, la ligne jaune est franchie, c'est assez clair, donc on va devant le Conseil constitutionnel. J'ai pas de solution magique.
Je suis pas certain que rendre le Parlement autonome réglerait le problème. Typiquement, en Grande-Bretagne, le Parlement autonome existe et on trouve des problèmes similaires. Simplement, on se débrouille pour contourner le Parlement autrement. En France, c'est facile de contourner le Parlement. On pose le papier, le Premier ministre dit dans quels termes ce sera voté, quel jour. Curieusement, ça se produit. C'est très facile, en fait, il n'y a pas besoin de le contourner, il est ouvert. Il suffit de passer bien au travers. En Grande-Bretagne, ils font ça sans passer par le Parlement. Pour le filtrage du pédoporn, c'est pas le ministère de la Police qui s'en occupe, c'est une association bien pensante. C'est pas mieux, hein. Et il n'y a pas de loi qui l'impose aux opérateurs, il y a un accord signé par les opérateurs. Je n'ose imaginer ce qu'on leur a promis comme mesure de rétorsion s'il n'y a pas l'accord. Donc en fait, en Grande-Bretagne, parce que la mécanique démocratique fonctionne, ils font leur sale coup complètement en dehors, sous forme d'associations privées qui du coup font des conneries mais privées. Donc c'est pas forcément plus sain pour autant. Et finalement, cet assez mauvais fonctionnement de nos institutions est relativement pratique. Il peut parfois nous avantager un peu. Donc je suis d'accord sur l'analyse sur la faiblesse du Parlement. Je suis pas complètement convaincu qu'un Parlement plus fort nous aiderait tant que ça. Je ne sais pas si ça changerait grand-chose. Je préfère aller me battre contre l'OPSI devant un Parlement faible que de devoir me battre contre un machin fait complètement dans le privé, entièrement en dehors du regard, entièrement en dehors de toute forme de démocratie. Donc je rejoins des bouts de l'analyse, mais pas tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Juste une information, c'est pas une question. Il y a 2 ans, j'ai été à une audience du tribunal de Paris pour la privatisation de la censure Internet par les opérateurs, par un certain nombre d'associations qui s'étaient présentées. Le juge Binoche a renvoyé ces opérateurs à censurer les sites qui venaient des États-Unis. Je n'ai pas eu la capacité de pouvoir continuer, mais si ça vous intéresse, le 16 novembre à 17h, à la 17e chambre, à 13h, vous me retrouverez. Je me suis présenté en tant que partie civile contre des affaires qui jugent de l'évolutionnisme, si on peut discuter en France de l'évolutionnisme, du créationnisme, du situationnisme, du révisionnisme et du négationnisme. Alors je ne suis pas du tout sur les affaires en question. Il y a Forisson. Alors peu importe les opinions qui sont défendues au tribunal, mais on interdit à Forisson de s'exprimer. Donc Forisson ne se présente pas, mais moi je me suis constitué partie civile pour demander à ce que la loi 24 bis soit, disons, désavouée par la 17e chambre. Bien sûr, il y aura un rappel, etc. Donc je demande à tout le monde, si éventuellement, au TGI de Paris, le 16 novembre à 13h, vous pouvez vous présenter, j'y serai, et éventuellement, on pourra vous faire citer comme témoin, si c'est possible, parce que c'est une des dernières audiences de mise en état. Donc je rappelle, le 16 novembre à 13h30 à la 17e. Il n'y a pas de question. C'est une des. Par contre, moi j'ai une réponse, même s'il n'y a pas de question. C'est un des problèmes clés. À l'heure actuelle, cette différence qu'il y a entre la notion de liberté d'expression qu'il y a en France et qu'il y a aux États-Unis, je tiens souvent à la rappeler et à la mettre en avant pour qu'on comprenne de quoi on parle. Ça ne veut pas forcément dire que je préfère la position américaine à la position française. Ça ne veut pas forcément dire, quelque part philosophiquement, ce monsieur Forisson, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'il raconte, mais ça m'embête qu'il ne puisse pas le dire. Ça, c'est mon côté français, voltairien, etc. Après, que la notion de liberté d'expression en France ait certaines limites fixées, en ce moment fixées de manière trop bête et trop dure, je ne suis pas forcément complètement contre. C'est-à-dire le complet laisser-faire aux États-Unis où de coup on ne peut pas interdire le... Merci. C'est gentil.
Donc je disais, le fait qu'on puisse aux États-Unis dire tout et n'importe quoi, et en particulier que ce soit un des problèmes pour lutter contre le Ku Klux Klan, qui est quand même quelque chose de dangereux, voilà, montre que aucun des deux systèmes n'est bon. Je trouve qu'en ce moment, le système français dévie trop. Mais voilà, en toute chose, la mesure doit y être. Il y avait une autre question. Oui, vous nous avez parlé des moyens de contrôle de l'action de l'administration. Pardon. On peut faire en effet les démarches auprès de son député, des sénateurs et tout, mais les instances administratives telles que le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, qui sont nommés finalement par les membres du gouvernement, les hautes instances d'État, est-ce qu'il n'y a pas un souci là-dessus par rapport au contrôle qu'on peut faire sur ces deux organismes, par exemple? Alors là-dedans, il y a des choses assez compliquées. Qui surveillera les surveillants? Ça revient toujours à ça. La bonne réponse, c'est le peuple. C'est toujours le peuple qui surveillera les surveillants. Et puis après, on se demandera qui surveillera le peuple, et la réponse, c'est la police. Comme ça, c'est bien, ça boucle. Qui surveille... Quand tu parles du Conseil constitutionnel, lui, je ne sais pas trop où il se trouve dans l'ordre des trois pouvoirs. Je dirais plutôt du côté du judiciaire, mais j'en suis pas certain. Le Conseil d'État, par contre, je suis certain, c'est du côté du pouvoir judiciaire. Il est totalement indépendant. C'est-à-dire qu'un conseiller d'État qui décide de rendre une décision qui déplaît au gouvernement ne risque pas sa carrière. Il lui arrivera rien. Il peut même pas être muté. Il lui arrivera juste bien rien. Au mieux, ce qui peut lui arriver, c'est que finalement, il ne sera pas nommé au cabinet du ministre. On n'est pas vraiment sur de la sanction. On ne peut pas obtenir beaucoup mieux comme forme d'indépendance dans une justice. Parce qu'effectivement, il restera toujours que le gouvernement ayant des services secrets et une armée, il peut faire abattre qui il veut. Ça devient compliqué après de faire de l'indépendant, qui résiste à la mort. C'est dur. C'est pas si mal que ça, le point d'équilibre qu'on a en ce moment. On obtient des problèmes. Qui contrôle la Cour de cassation, par exemple? C'est une lecture intéressante. La Cour européenne des droits de l'homme. Tu me diras, elle est nommée aussi, mais enfin, elle est indépendante aussi. Puis comme elle est nommée par plusieurs pays et qu'elle est indépendante des plusieurs pays en question, c'est vachement compliqué à faire plier. Il faut faire plier tous les pays pour qu'ils fassent plier tous les juges, pour que dans 10 ans, quand il faudra les renommer, ils en nomment des autres. C'est le bordel. C'est une forme d'indépendance, en fait. Le fait d'être en place pour longtemps de manière inamovible, c'est ça l'indépendance. C'est la seule garantie d'indépendance qu'on puisse avoir. Donc, comment on contrôle ces juges-là? Il y a toujours le contrôle qu'en fait le peuple. La récente décision de la Cour de cassation sur la garde à vue, qui est quelque chose de très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande de chercher ça. Décision garde à vue, Cour de cassation, il y a quoi, 2 semaines? Super intéressant à lire. Oh, Maître Eolas en a parlé, j'ai préféré le billet de chez Monsieur Mo, qui est plus clair sur l'analyse qu'il fait de la décision de la Cour de cassation. Qui surveille? Les citoyens. La Cour de cassation a écrit en gros une énormerie, un truc mais énorme, colossal. Il faut bien qu'il y ait des citoyens qui le lisent pour dire c'est une bêtise. C'est rentré dans le droit quand même, hein, ça c'est pas la question, mais ça s'est vu. Il y a 10 ans, ça ne se serait pas vu. Il y a 10 ans, ça ne se serait pas vu. C'est-à-dire, 3 avocats pénalistes parisiens auraient lu la décision, auraient fait « Oh, c'est énorme !» Puis voilà, ils s'en seraient parlé entre eux au bistrot, puis c'est tout. Là, ça s'est vu. Moi qui ne suis pas avocat, qui ne suis pas pénaliste et qui suis à peine parisien à mi-temps, je suis au courant. Et dans la salle, visiblement, d'autres gens qui sont capables de citer les noms des blogs sur lesquels on trouvera les infos. Donc ça a en plus circulé. Ça tend à prouver que ce que je disais est vrai, c'est-à-dire qu'Internet tend à développer cette analyse critique de l'administration qui est rendue en notre nom. Même si tu as le sentiment que non. Le peuple a du pouvoir. Pas forcément à court terme. Le seul pouvoir qu'on ait à court terme, c'est ressortir avec des fourches et des pics dans la rue pour couper les gens en deux. Enfin, c'est un bordel innommable, ça ne te rend pas compte. C'est pire que les manifs niveau embouteillage, quoi. C'est pas une méthode simple. Le
Le simple contrôle, le simple fait que, voilà, on l'a lu, on a vu que c'était des conneries, on l'a écrit. Donc en plus, on s'en souviendra. C'est utile. Et plus on sera nombreux à le faire, plus ça se verra que c'est des conneries, plus ils oseront plus trop le faire. C'est utile. Tout ça, c'est utile. C'est précisément la façon qu'a Internet de faire pression sur la société. Je ne suis pas sûr que Maître Mou ou Maître Eolas, en écrivant leur papier, se soit dit tiens, je vais aller lutter pour la défense d'Internet et de la liberté d'expression. Tu vois, ils n'étaient pas sur ça, eux. Ils étaient sur garde à vue, droits de l'homme, tout ça, mais sur le côté prison des droits de l'homme, pas sur le côté parler. Ils ne se sont pas du tout rendus compte qu'ils participaient à la pression qu'Internet met sur la société. Une remarque question. Vous avez parlé du fait que les majors, globalement, si ils nous empêchaient d'échanger nos fichiers entre nous et qu'ils y arrivaient, ce serait leur perte. Et en fait, je me disais, s'ils réussissent vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est juste qu'à chaque fois qu'on échange quelque chose, on passe par eux. Parce que si on passe par eux à chaque fois et qu'à chaque fois on rack, dès qu'on veut quelque chose, on rack. T'imagines franchement Pascal Nègre entre toi et ta copine quand vous discutez sur l'oreiller? Ce que je veux dire, c'est que non mais ce que je veux dire, c'est que si techniquement ils ont le moyen de le faire et qu'ils l'appliquent vraiment, ils sont contents, ils perdent pas. Non, ça ils n'y arriveront pas parce que basiquement, comment dire, il faudrait qu'ils arrivent à créer Matrix pour pouvoir être entre toi et ta copine quand vous êtes en train de discuter sur l'oreiller. C'est compliqué, comme tu vois, il faut vraiment aller se mettre bien en interface de tout partout. C'est vraiment Matrix. Il faut que tu sois dans ta petite bulle avec des toyos. Mais en dehors de ça, c'est en supposant qu'on n'est pas dans Matrix, ils n'ont pas le moyen de. Ils n'ont pas le moyen d'empêcher que les gens discutent entre eux. Ils n'ont pas le moyen d'empêcher que tu puisses m'envoyer un mail chiffré. Ils n'ont pas le moyen d'empêcher qu'il y ait des communications chiffrées, puisque les communications chiffrées sont un préalable indispensable au business. Et qu'on ne va pas interdire le business, on peut interdire la liberté tant qu'on veut, mais pas le business. Ça, c'est l'article 17 dans les droits de l'homme de 1789. C'est pas mon préféré, mais c'est celui qui défend la propriété et le commerce. Donc, tu vois, ce monde dans lequel les gens échangent avec un sentiment de liberté et où à chaque fois ça incrémente le compteur à dollars de Vivendi, c'est juste pas possible dans les quantités auxquelles ils pensent. Si à chaque fois que je me souviens d'une chanson débile, je la recherche sur internet pour faire écouter 15 secondes à un pote en lui disant ah regarde, ça c'est les Fatal Picard quand ils chantent telle ou telle idée, si à chaque fois je repaye le morceau, basiquement ils vont tellement ponctionner l'économie que on consommera plus rien, on arrêtera d'acheter du manger, des voitures et des maisons et on paiera que de la musique. Et ça va subtilement déséquilibrer l'économie. Donc je suis assez d'avis que ça n'aura pas lieu. Les rêves délirants de Pascal Nègre qui croit qu'à chaque fois que quelqu'un télécharge un fichier MP3 qu'il n'écoute même pas, ça fait mystérieusement disparaître un euro de son compte en banque, il se trompe. Il se trompe de manière évidente. N'importe quelle analyse macroscopique montre que les masses d'argent, les budgets que les ménages consacrent aux loisirs ne sont pas plus élevés ou plus faibles qu'avant. Donc, l'idée qu'ils puissent gagner et gagner en plus comme ils ont envie, c'est-à-dire qu'on continuerait à échanger par milliards leur musique et en les payant à tous les coups, ça n'a juste pas de sens. Quand tu suis les chiffres qu'ils annoncent, il faudrait que, je crois, 46% du PIB mondial leur reviennent. Enfin, t'es sur des montants tellement débiles que c'est évident que c'est n'importe quoi, quoi. Voilà, donc l'idée qui... Après, l'autre approche qui est, ils pourraient gagner, c'est-à-dire que on s'échangerait librement les contenus, la musique, etc. Et les artistes et les créateurs étant aussi bien les producteurs que les musiciens, que les chanteurs, tout le machin de la création recevrait une juste rémunération. Ça, c'est l'échec complet de leur politique actuelle. C'est une échelle souhaitable, c'est un résultat souhaitable. Que les citoyens puissent librement échanger les contenus culturels, puisque c'est la définition de la culture que d'être ce qu'on s'échange librement. Et que
En contrepartie de ça, la société verse une juste rémunération aux artistes. C'est l'objectif de tout le monde. On est bien d'accord. L'objectif actuel des majors, c'est d'empêcher qu'il y ait un échange libre. Ça, c'est une connerie. C'est nier la culture. Si leurs produits ne s'échangent pas librement, ce n'est pas un produit culturel, pour faire simple. Et donc, s'ils arrivent à gagner sur le fait qu'il n'y ait pas d'échange libre, ils ont perdu la valeur de leur marchandise. C'est bien là qu'est le point. Après, chercher à ce que sur le réseau, on s'échange librement de la culture, d'une part, et que d'autre part, les créateurs de culture soient justement rémunérés en proportion de ce qu'ils ont apporté à la société, c'est l'on veut le plus cher. C'est juste, on n'en prend pas le chemin. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir s'il n'y avait pas lieu, malgré tout, d'être assez optimiste sur le chemin que tendra à prendre Internet selon le vœu de tous, dans la mesure où, ce serait juste une question générationnelle, peut-être. Je veux dire, c'est 80% de la réponse. À l'heure actuelle, voilà. C'est 80% de la réponse, c'est évident. Le cheminement que je décrivais pour passer d'un acheteur qui coulole à un animateur de réseau, chez les jeunes, ça prend à peu près 5 ans. Entre le moment où on est sorti des couches culottes, on sait lire, écrire, et on débarque sur Internet, donc entre 12 et 16 ans, selon la marque d'adolescent qu'on a, il faut en moyenne autour de 5 ans pour transformer le gamin qui coulole, qui achète des sonneries de téléphone portable, en un gamin qui est toujours autant qui coulole avec des sonneries de téléphone portable, mais qui en plus sait animer le forum de discussion de son blog, débattre en public, gérer le machin, répondre à ses commentaires, etc. C'est à peu près le temps de maturation. Donc il y a un temps de maturation des internautes qui est, de ce que j'ai pu constater, c'est pas des chiffres fiables, mais plus long chez les gens plus âgés, parce que voilà, ici c'est pas leur culture, ils y arrivent sur le tard, ils s'y intéressent pas forcément, etc. Donc en moyenne, je pense mes parents mettront plus de 5 ans. Peut-être ils arriveront pas bien au bout des étapes parce que ça les intéresse plus. Mais il y a effectivement une grande question générationnelle. Le grand problème, c'est une fois que tu as établi une dictature, il ne suffit pas de changer de génération pour la faire tomber. Une fois que tu as établi un monde dans lequel on nie un certain nombre de règles démocratiques. Parce que si tu regardes, si on perd sur tous les tableaux sur lesquels on se bat, il ne va pas rester des grands bouts de démocratie. Hein. Parce qu'on vient de voir que la séparation des pouvoirs, c'était pas gagné. On a vu tout à l'heure que la liberté d'expression, c'était pas couru d'avance sur les questions de neutralité. On a vu que la censure par gouvernement sans décision de justice, c'était dans les cartons. Il y en a un paquet comme ça qui, si on perd sur absolument la totalité des tableaux, on va vivre dans une forme de démocratie très curieuse et on ne reviendra pas à une forme de démocratie plus classique de manière souple. Il ne suffira pas de changer de génération. Pour que la question Internet soit bien comprise et bien assimilée par les politiques, il suffit de changer de génération, oui. Pour que la prochaine génération de politiques, c'est-à-dire ceux qui auront 70 ans dans 40 ans quand ils remplaceront les actuels, il ne faut pas se tromper, hein, c'est les ordres de grandeur. Pour que cela ait encore quelque chose à défendre, il faut qu'on arrive à préserver le peu qu'on a. Et donc, basiquement, faire juste le pari de je vais rester chez moi, les doigts de pied en éventail, à regarder Koh-Lanta sur TF1, en attendant patiemment que les députés plus jeunes prennent le pouvoir, ça ne marchera pas. Quand ils prendront le pouvoir, il n'y aura plus rien à sauver. Faire le pari de je vais aller essayer d'expliquer au moins qu'ils fassent le moins de mal possible. S'ils finissent pas complètement convaincus du truc, c'est pas très grave. Si au moins ils ont à peu près compris qu'il fallait pas tout casser, on aura au minimum sauvé les meubles. Donc oui, la question générationnelle joue. Non, il ne suffit pas de rester chez soi en attendant que les jeunes prennent le pouvoir. Ça marche pas comme ça. Une dernière question. Ce sera la dernière. On a déjà gratté 1 heure. Oui, juste une.
Oui, juste une toute petite question. Pour pallier en fait peut-être l'indépendance du cyberspace qui est peut-être pas gagnée, ne faut-il peut-être pas résister en chiffrant tout, cryptant tout, utiliser Freenet Pourquoi faire? Pour limiter peut-être la censure, les Ben, blocages. regarde, moi je milite et je défends Internet au grand jour sous mon vrai nom, avec un vrai site web où je signe de mon nom, où tout le monde sait qui je suis, où la police sait où venir m'arrêter. Alors en fait, une fois que j'aurai été arrêté, je vous recommande le chiffrement. Ah d'accord. Ok, merci.